des genres de tissus, puis ils essayaient de rentrer, mais sous le signe de fabriquer en Palestine. Sauf qu'avec l'accord d'Israël, qui reconnaît, entre Canada et Israël, qui ne reconnaît pas la Palestine, en fait, ils imposaient l'étiquetage fabriqué en Israël. Alors que lui, il faisait ça comme acte en tout cas, comment dire, de promotion de la Palestine et tout ça. Son projet tombait à l'eau, en fait, parce que justement, il ne voulait pas se faire étiqueter en Israël, fabriqué en Israël. Donc, c'était plus à ce niveau-là. Mais oui, il y a probablement au niveau des produits, il n'y a pas grand-chose, par exemple, qui peut sortir en ce moment de la Palestine. Aussi, l'huile d'olive, par exemple, avant, aide médicale pour la Palestine, réussissait à faire amener de l'huile d'olive fabriquée en Palestine, des mains d'agriculteurs palestiniens. Et là, ben, ils ont coupé ça parce qu'ils ne peuvent plus. Ça passe plus. Ils ne peuvent pas le faire rentrer. Donc, c'est ça le problème aussi. Et c'est ça aussi la question avec le brésil blocus de Gaza. Il y avait eu une tentative militante là, aussi de faire sortir, plutôt que de dire que nous on va briser le blocus en rentrant à Gaza, c'était dans l'autre sens de sortir les produits et puis ils n'avaient pas vraiment été capables de le faire. En France, la situation est différente, mais ça vous intéresse moins. Mais effectivement, déjà la France est un petit peu plus près d'Israël, donc d'un point de vue commercial, c'est un peu moins absurde d'envoyer des fruits et légumes d'Israël en France que de les envoyer ici. Mais ici, vous les avez ici, c'est moins. Cela dit, il y a quand même des trucs complètement absurdes, et s'il n'y avait pas des accords de commerce préférentiels entre l'Europe et Israël, on n'aurait pas en France, par exemple, de la ciboulette qui vient d'Israël. La ciboulette, en avion, elle vient, alors que ça pousse dans le sud de la France comme ça, c'est gratuit. Et il y a des tricheries, effectivement, sur les dates. Les meilleures dates de la région sont palestiniennes, elles ne sont pas israéliennes. Mais c'est Israël qui les vend. Enfin, il y a les deux. Il y a des dates qui viennent vraiment d'agriculteurs israéliens. Mais il y a des agriculteurs israéliens, mais qui viennent forcément des territoires occupés de 67 parce qu'ils sont volés. De l'autre côté de la ligne, les datiers poussent pas pour une raison ou pour une autre. Ou en tout cas, elles sont moins bonnes. C'est sûr que s'ils disent fait en Israël, au sens territoire de 48, ils mentent. Donc là, ils mentent. Donc oui, on essaie de faire un peu de veille là-dessus. Il y a beaucoup de triches maintenant depuis que les DS marchent. C'est presque une victoire. SodaStream, par exemple, n'écrit pas né en Israël, alors que c'est fait en Israël. Ils jouent sur une ambiguïté. Ils ont une usine en Chine. Donc ils mettent Made in China. Mais en fait, vous ne savez pas si celle que vous avez achetée a été faite en Chine ou faite en Israël. Donc ils trichent, et c'est bon signe, parce que s'ils trichent, ça veut dire qu'ils savent que c'est une mauvaise réputation et qu'il y a plus de chances qu'on ne les achète pas s'ils sont en Israël. Alors, oui, on trouve des listes sur Internet. Moi, j'aime pas trop les listes parce qu'elles sont... Il faudrait les mettre à jour tout le temps. Elles sont souvent fausses. Moi, j'ai déjà vu des listes où il y a des choses, je savais que c'était faux. Mais... On les trouve, les listes, mais... Voilà, il faut se renseigner. Puis d'ailleurs, ça va bien avec l'esprit du temps, de se dire qu'il faut être des consommateurs responsables, des citoyens responsables. Et quand on achète quelque chose, savoir d'où ça vient, dans quelles conditions ça a été produit, environnemental, politique, entre autres. Et bon... Parce qu'en France, il y a aussi la subtilité, il y a des gens qui boycottent que les produits qui sont faits en 67, parce que ça c'est illégal en droit international, alors que ceux qui sont faits en 48, c'est légal, c'est juste que nous on voulait boycotter pour des raisons politiques, mais ça ne veut pas dire qu'on dit qu'ils sont illégaux, on dit juste qu'ils sont légitimes peut-être. Et donc que les gens s'attachent à savoir même de quel côté du mur elles ont été construites. Donc même ça, en se renseignant, il y a une groupe en Israël qui s'appelle Who Profits from the Occupation, qui fait des enquêtes de terrain, et on peut leur écrire, alors c'est des femmes, mais elles peuvent, si on leur demande, elles font des enquêtes de terrain, on leur dit tel produit, et si elles ont le temps, si elles ont les moyens, elles vont aller regarder, elles vont aller chercher l'usine, elles vont prendre des photos, elles vont nous envoyer, nous on peut faire un rapport pour dire tel produit, il est fait dans les territoires occupés, la preuve, on a des photos, il y a déjà des outils qu'on achète en France qui sont faits. Sur ça, il y a aussi les Palestiniens et Juifs unis, on tenait sur la rue Saint-Denis, il y avait un magasin Naot qui était en tout cas, il y avait le magasin fermé, on pense que c'est en raison de nos vigiles tous les samedis entre 1h et 3h, mais bon, on ne sait pas. Mais je pense que oui, quand même, ça l'a aidé souvent. Donc eux, ils produisaient à Gush Etzion, une colonie aussi israélienne, ils produisaient là, un des arguments que les gens nous disaient beaucoup, surtout les sionistes, là, évidemment, qui venaient faire leur boycott. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent 8 paires de souliers, là, genre en sortant
leur sac. Mon Dieu, bravo madame. Mais une des choses qu'ils disaient, c'est oui, mais tu sais, ils créent de l'emploi, les travailleurs palestiniens, c'est comme vous leur faites perdre des emplois et tout ça. Ben, une chose simple qu'on répond, puis qui est la réalité, c'est que dans le fond, les normes du travail de ces Palestiniens-là, c'est la loi martiale israélienne. C'est l'armée israélienne qui décide. Donc, vous venez pas me parler des droits de travail, là, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est un. Ouais, l'autre argument, c'est, comme tu l'as dit pour commencer, l'appel au boycott, il a été fait par 170 organisations palestiniennes, dont, entre autres, toutes les organisations de travailleurs, que ce soit les syndicats, les organisations de travailleurs indépendants, les organisations professionnelles, les organisations de jeunes, de femmes, politiques et autres. Donc, quand ils ont fait cet appel au boycott, ils savaient ça, ils savaient qu'ils prenaient un risque, ils savaient qu'ils allaient payer un prix. De toute façon, le prix, ils le payent tous les jours et 10 fois plus que ça. Donc, oui, ils vont perdre des emplois. Parce que je pense à ça, si vous lisez The Link, le journal de Concordia, cette semaine, la semaine dernière, il y a eu un article pour BDS, à cause de la motion, tout ça. Et cette semaine, il y a une réponse. Et la réponse dit ça. La réponse dit ah, ben vous êtes contents, l'usine à Havin et l'usine SodaStream ont quitté les territoires occupés pour se relocaliser en Israël 48, en Palestine 48. Ben, du coup, il y a eu 300 Palestiniens qui maintenant ont perdu leur emploi. Ben, c'est très bien que cette personne dans The Link se soucie de l'emploi de 300 Palestiniens, mais je pense que les Palestiniens subissent tellement d'injustices et tellement de souffrances qu'on n'est pas à 300 emplois après. Et d'ailleurs, c'est pas moi de le dire, c'est eux qui le disent, c'est eux qui disent c'est pas grave, continuez à nous boycotter, enfin boycotter les Israéliens, et à nous faire perdre des emplois. Le jour où on aura un autre État, on s'embrassera tranquillement. Il y avait une je voulais savoir en fait si vous voyez des différences entre le milieu académique quant à l'ouverture du mouvement BDS, parce que je regarde les groupes de solidarité pour la Palestine à Concordia et McGill sont très bien établis, alors que concernant l'UQAM et l'UDM, on est né la session dernière. Est-ce que vous voyez une différence d'ouverture en fait? Une différente ouverture. Non, je pense que c'est pour la question à l'UQAM, en tout cas, je pense pas qu'on peut faire ces liens-là nécessairement au niveau de, parce que bon, ça recommence tout récemment, là, le SDHP, Concordia. À Concordia, ça fait plusieurs années. En fait, le SPHR, Solidarité pour les droits humains en Palestine, en anglais, Solidarity for Palestinian Human Rights, a été fondé à Concordia. Puis en fait, on a des gens ici qui étaient membres fondateurs, en fait, Chadi et ici. Donc, c'était autour de la deuxième intifada que le mouvement de solidarité à Palestine est reparti un peu à Montréal en général. Puis, donc, c'est peut-être en raison des étudiants et étudiantes qui étaient là à ce moment-là, qui étaient beaucoup liés, touchés par la Palestine, parce qu'ils étaient palestiniens, qui venaient de Jordanie ou tout ça. Donc, ouais, c'est peut-être. Je ne ferai pas nécessairement des liens au niveau d'une plus grande ouverture. Je pense que c'est sûr qu'à l'UQAM, au niveau technologique, par exemple, au niveau du département d'ingénierie, c'est pas la même chose qu'à Concordia ou à McGill ou Polytechnique. Donc, si on veut faire des liens sur le travail à faire ici localement, c'est peut-être à d'autres niveaux, c'est peut-être au niveau plus de l'idéologie. En sciences politiques, il y a des professeurs, par exemple, qui pourraient se lier là-dedans. Je ne sais pas. Mais peut-être que d'autres personnes dans la salle pourraient comme plus répondre plus à ça. Ouais. À mon avis, de ce que moi je pourrais voir, c'est qu'il y a de plus grandes communautés arabes justement dans les écoles anglophones. Elles sont beaucoup plus grandes que aléennes américaines. Mais il y a excusez-moi, dites-moi si je me trompe, mais il y a quand même une histoire de la solidarité avec la Palestine du mouvement québécois francophone qui est très grande, avec Michel Bertrand et les syndicats. Donc c'est peut-être aussi, enfin, vous avez raison toutes les deux, mais c'est peut-être c'est circonstanciel. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est le problème des mouvements étudiants, c'est que tant que les étudiants sont là, votre génération elle va peut-être être géniale, que vous allez tous graduer dans 4 ans, et puis dans 4 ans ça va peut-être retomber, puis ça va remonter.
peut pas savoir. Ce qui est sûr, vu de France, vous êtes formidable. Nous, en France, au niveau universitaire, c'est très dur. Les événements de la semaine de l'apartheid israélien, l'année dernière, c'est la première fois qu'on a réussi à en avoir qui n'était pas censuré. Cette année, c'est pas encore, parce que c'est cette semaine aussi, donc je sais pas, j'ai pas entendu ici. J'ai déjà entendu parler que l'événement de Paris 8 est censuré, donc ça veut dire qu'ils vont être obligés de le faire soit en dehors de la fac, soit de manière illégale, en risquant de voir les vigiles arriver. Et puis bon, on verra pour les autres. L'année dernière, à Paris, tous les mouvements ont été censurés, toutes les réunions, tous les colloques, les débats ont été censurés, donc certains se sont faits dans la rue. Il y avait Farid Essa qui venait d'Afrique du Sud pour parler de l'apartheid de l'Afrique du Sud, Israël-Palestine, qui a fait le meeting dehors dans la rue avec un haut-parleur. Mais en dehors de Paris, à Toulouse, à Bordeaux, ça s'est tenu très bien. Mais c'est la première année, alors que ça fait 5 ans qu'on essaye en France, et les 5 premières années, les 4 premières années, tous les événements étaient interdits. Le premier, c'était avec Stéphane Hessel, c'était quand même une star, on se dit, vous ne pourrez pas interdire Stéphane Hessel. Stéphane Hessel avait réservé un amphithéâtre pour parler de ça, et la manifestation a été annulée. Alors comme c'était une école qui était à côté du Panthéon, du coup on a fait la manifestation devant le Panthéon, c'était beaucoup plus beau. Mais c'était quand même l'échec, c'est-à-dire que l'idée de la semaine contre l'apartheid israélien, c'est de tenir des événements dans l'université, parce que ça représente un peu un lieu de transmission du savoir, de dialogue. Après tout, si des sionistes veulent venir contester l'idée qu'il y a un apartheid en Israël, contester l'idée que le boycott ça marche, le faire de façon pacifique, pourquoi pas, on est là pour ça. Mais d'interdire l'événement et de le faire à l'extérieur, ça en dit long sur la difficulté de